100% Iconoclaste, nous sommes à Paris dans le 17e, au Crabe Marteau. Je vous conseille de venir ici. Si vous êtes énervé, vous avez un crabe, un marteau et vous pouvez vous défouler, ça n'est pas rien. Enfin là, on ne va pas faire ça aujourd'hui parce que ça ferait trop de bruit dans les micros. Donc on va juste se moquer des apparences qui, vous le savez, sont parfois trompeuses. Autour de la table, on a aujourd'hui Olivier Delamarche. Bonjour. 100 kilos d'insolence, on est dans votre cantine ici. Oui. C'est pour ça que 100 kilos, quoi. Au fond, pas mal. Enfin, parce qu'on ne mange pas que du crabe. Donc vous avez un surnom, viens prendre ta claque, parce que vous êtes la terreur de BFM. Plus personne ne veut parler avec vous. Tant mieux. Bah, tant mieux, voilà. Pierre Béchade, vous êtes le président des Iconoclastes, et ça ne va pas être facile de diriger ces énergumènes, non ? C'est facile, c'est une démocratie, mais enfin on constate quand même qu'on obtient beaucoup plus de résultats par la terreur, donc je m'y applique. Ah oui, d'accord. Vous êtes le Robespierre, donc, des Iconoclastes, cofondateur de Cercle Finance. Vous nous dites que vous aimez voir grand tout en apportant un plus grand souci aux détails. Le schizome, on verra ça tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Olivier Berruyer, vous bloguez, vous n'arrêtez pas sur un site qui fait un carton, lescrises.fr. C'est le premier blog économique français, le 11e, toutes catégories confondues. Oui, tout à fait. Incroyable. Ça dure depuis combien de temps cette histoire ? Ça dure depuis 5 ans. Eh bien, c'est génial. Alors vous m'avez dit, moi, je veux absolument vous parler d'Orwell. Une société s'éloigne de la vérité. Plus elle s'éloigne de la vérité, plus elle est ceux qui la disent. J'ai l'impression qu'au Crabe Marteau, on ne va pas se faire que des copains, non ? Oui, c'est assez probable. C'est ça, c'est l'idée. Pierre Sabatier, avec une pilosité qui n'appartient qu'à vous, je dois dire. Merci. Vous dirigez PrimeView, que vous avez créé, donc une société d'analyse économique. Vous dispensez vos conseils, et on vous écoute beaucoup, effectivement. Et vous êtes convaincu que le doute et l'humilité nous permettent d'avancer plus vite. C'est vrai, j'espère. Enfin, en tout cas, vous en aurez probablement la démonstration dès ce midi. Et on a la chance, donc c'est un invité. Il n'est pas iconoclaste, pas encore, mais en tout cas c'est un invité. Pierre connaît ça. Alors j'ai un CV qui est long, un parchemin. J'ai juste résumé un petit peu. Vous êtes agrégé d'histoire, énarque, ancien haut fonctionnaire, spécialiste des questions de géopolitique, de défense et d'intelligence stratégique. Vous nous expliquerez ce que c'est, intelligence stratégique. Vous écrivez beaucoup, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes à la retraite. En 2007, vous avez publié... Alors, les titres, ils sont super longs, hein, c'est comme votre CV. Le guide du petit djihadiste à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants, c'est chez Fayard. Et la même année, Dr Saoud et Mister Djihad, toujours chez Fayard, pardon, avec... Chez Lafon. Ah bon ? Ah bah, vous regardez Wikipédia, c'est pas bon, hein. Donc, chez Lafon, avec une préface d'Hubert Védrine. Ça, c'est bon ? C'est bon. D'accord. En 2014, vous avez aussi publié un ouvrage dont j'adore le titre, alors je lis aussi, hein, Surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique, avec exercice pratique, merci beaucoup, avec exercice pratique corrigé. Vous y tenez beaucoup, exercice pratique, forcément. Un titre comme un slogan politique, sauf qu'en 2016, eh bien, certains ont décidé, figurez-vous. Donc on va vous prendre un peu en traître. Pierre, les Anglais ont décidé de redevenir une île. Les Italiens de s'éloigner de l'Europe. Monsieur Poutine, il a décidé de régler la question syrienne. Monsieur Trump, il a décidé d'isoler les États-Unis. Puis alors, en général, hein, les électeurs, ils ont décidé de brûler leurs idoles déchues. Ouais. Donc ça change un peu la donne. Ces décisions sont-elles de simple révolte ou une révolution ? Ça va être ma question, on va démarrer là-dessus. C'est une bonne base pour un déjeuner. On commence par Trump, hein, parce que c'est l'actualité. Forcément, les maîtres Feng Shui nous disent qu'on est dans l'année du coq, que ça lui va plutôt bien. Trump, il dit, mon allié, c'est l'Arabie Saoudite. Ouais. Mon ennemi, c'est l'Iran. Mon ennemi, c'est l'Iran. Je suis copain avec ceux qui financent le salafisme, mais c'est pas grave chez moi, au fond, je m'en fous parce qu'ils sont pas là. Je demande à l'Europe d'être avec moi parce que politiquement, donc le feu, ça va être chez nous. Mais aujourd'hui, on est en pleine période de réexamen de notre stature internationale. On n'est plus une moyenne puissance, on est un pays de moyenne impuissance. C'est complètement différent. Le mot est joli, mais ça fait peur. Hein. Eh ben oui, ça fait peur, mais en même temps, si vous voulez, on se dit par exemple, on va augmenter le budget de la défense pour lutter contre le terrorisme. Vous croyez qu'avec un rafale supplémentaire, on va tuer des terroristes ? Non. On peut encore avoir une fonction, disons, d'équilibre international, notamment sur le problème palestinien, mais on était dans des dérives totalement ridicules. Après avoir diabolisé l'Iran pendant des mois et des mois, Laurent Fabius décide de faire une grande conférence sur la Palestine. C'est ridicule. On n'a pas condamné la colonisation, Netanyahou dit qu'il ne vient pas, et on dit que c'est un grand succès diplomatique. Donc l'avantage des succès diplomatiques, c'est que vous pouvez toujours les proclamer, hein, ça ne change pas, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Est-ce que le problème, il n'est pas purement économique ? C'est-à-dire, ce que je disais une fois sur BFM... Pour être avec l'Arabie Saoudite, c'est purement économique. On fait la pute. On fait la pute. Quand on ça n'a commence, pas de sous, c'est parti. quand on Olivier a lancé le débat, ça y est. On fait la pute. Donc on se prostitue au Qatar, en Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont les sous, c'est eux qui investissent. Alors on leur fait des conditions pour qu'ils investissent bien.
mais on leur crie pas trop dessus parce qu'ils mettent des sous. Moi, je crois que c'est pas que ça, en fait. En réalité, ce que tu évoques, c'est intéressant. C'est vraiment typiquement français. Quand on dit Trump, tu ne juges pas Trump, parce qu'en fait, on se rend compte que les Européens et les Français en particulier, leur problématique, c'est que à table, on parle de quoi? On parle de politique. Nous sommes dogmatiques, idéologues, alors que nous avons face à nous des gens qui sont purement pragmatiques, qui défendent leurs intérêts. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment une problématique aujourd'hui de mission, d'avoir compris la mission. On est face à des dirigeants qui ont bien compris que leur mission première n'est pas défendre un certain nombre de valeurs, mais c'est défendre concrètement les intérêts. Donc c'est Trump qui a raison. Disons que Je me renferme, Trump et je défends mon pays, et après on s'en fout. Après, chacun se on débrouille, y reviendra sur Et la après, c'est notion du des mesures néocolonialisme, qu'il donc prend. je ferme tout Mais et on n'en parle pas, concrètement, quoi. le message qui est donné, c'est qu'aujourd'hui, les gens votent pour qui? Pour des gens en qui ils ont confiance pour défendre leurs intérêts. Beau, pas beau, Ça veut dire que gentil, méchant, peu si on importe, vous c'est le écoute- sujet. si on vous Et c'est un écoute, il sujet faut fermer. philosophique. Et deuxièmement, sur ce qui a été dit quand même, il faut vraiment le relever. C'est-à-dire qu'il y a une dimension. C'est-à-dire quand tu vis, on fait la pute concrètement parce qu'on n'a pas de pognon. Mais oui et non, je pense que dans la définition du leadership, la première chose qu'il faut avoir, c'est une vision. Et ce dont on manque aujourd'hui, clairement, c'est là où on veut aller. C'est qu'il n'y a pas de vision. Et à partir du moment où il n'y a pas de vision, concrètement, effectivement, on va... Non, mais d'un point de vue méthodologique, c'est un deuxième point qui est important. Nous manquons de vision. Nous ne savons pas où nous voulons aller. Et Mais du non, on coup, manque pas de comment vision. veux-tu On générer... va où il y a les meilleurs contrats. Il y a un leadership derrière... C'est Olivier qui a derrière raison, ça. on va où il y a les non, meilleurs mais- contrats, Oui, incontestablement. enfin, la vision, supposés, on l'a les dit. meilleurs contrats D'accord. supposés parce qu'on les a jamais. Mais- Pour des raisons purement matérielles. C'est ça. Le post-chiracisme, Chirac, c'était une politique équilibrée au Proche-Orient. Et on se retrouve avec Sarkozy, avec un logiciel néoconservateur. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, et Pierre doit le savoir, comment le Quai d'Orsay s'est retrouvé avec tout un contingent de néoconservateurs bien formatés et qui ont complètement réorienté notre politique et notre géopolitique. Oui, ça c'est la question sociologique de base. C'est-à-dire comment s'est fait l'engorgement de la tuyauterie, ça c'est vraiment incroyable. Moi je les ai tous connus et je les ai vus virer, si tu veux, complètement. Alors il y a eu l'époque Douce-Blazy, il y a eu Sarkozy, Douce-Blazy, Kouchner, c'est-à-dire des gens qui... Douce-Blazy, quand même, c'était extraordinaire d'avoir nommé ministre des Affaires étrangères. Oui, ça veut dire le à Lourdes. mépris dans lequel le dirigeant, le président, tient le domaine des affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il dit c'est moi. Bon. Ensuite on a eu Kouchner qui voulait faire la guerre avec l'Iran. Donc je veux dire, tout ça a porté, si tu veux... Il a été imposé, Kouchner, quasiment par les Américains. Non, pas spécialement. Je crois qu'on était capable nous-mêmes de faire des conneries. On n'a pas besoin du conseil des Américains sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu toute cette époque. Et puis ensuite, il y a eu l'époque Fabius, qui est exactement de même texture. Bon. Donc, cette transformation sociologique, il y a eu deux époques historiques. D'ailleurs, d'abord, la première, c'est qu'après 91, l'URSS disparaît. Quand l'URSS disparaît, il y a des crises qui importent et des crises qui n'importent pas, puisqu'il n'y a plus quelqu'un d'autre pour les gérer, si tu veux. Donc, on ne va pas s'occuper de la crise du Congo, on s'en fout. Les Congolais peuvent se massacrer. Une crise la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 2,5 millions de morts, 13 000 enfants enlevés, etc. Bon. Donc, les crises importantes, c'est celles que nous décidons qu'elles sont importantes. Celle qu'on médiatise. Alors, en particulier, la médiatisation, l'intellectuel. Pourquoi la médiatique. médiatise? Parce que les Est-ce mécaniques que ont tout est changé. économique, comme dit Olivier? Si tu veux, dans l'époque de l'Est-Ouest, il faut étudier la crise elle-même pour savoir qu'est-ce que l'autre risque d'en faire. À partir du moment où il n'y a plus d'autres, bon, ben la crise, tu t'en fous, c'est comment le monde, ton opinion publique va gérer ta posture. Et donc, le rôle de l'intellectuel médiatique, nous sommes tous des Ukrainiens, par exemple, l'article de BHL sur la place Maïdan, sans préciser s'il parle des Ukrainiens russophones ou ukrainophones, ça prouve qu'il n'y connaît rien. Et donc, c'est la signature de son article qui va mobiliser Hollande. Tu vois, ou Sarkozy. Sur la Libye, un massacre est en cours, donc on y va. Mais on ne se demande pas quelle est la nature du massacre. Attendez, est-ce qu'un train en cache... Non, là, j'entends. Ouais. Est-ce qu'un train en cache un autre? Et est-ce que ce sont des raisons médiatiques, mais qui en réalité cachent des raisons économiques, puisque c'est notre thématique là, Olivier, peut-être? Si c'était des régions économiques, je veux dire, Non. des raisons économiques, il faudrait surtout signer avec l'Iran. Parce que c'est Pourquoi quand même 80 millions d'habitants, et c'est un pays dont le potentiel de développement est Oui, mais à incommensurable. court terme, les contrats saoudiens, c'est quand même beaucoup Bah, d'argent. c'est-à-dire, C'est moi, dépendant du prix du pétrole. Je vous rappelle que monsieur Dassault, il est est content qu'on soit copains avec les Saoudiens. Hein. non, il n'a jamais vendu. Mais non, un il n'a avion. jamais eu. Ah, Il n'a En jamais fait, vendu un seul avion. On a annoncé beaucoup. Oui, on a annoncé beaucoup. On annonce 10 milliards, mais il les a jamais. En fait, on s'aperçoit que les contrats, ils sont annoncés avec clairon et trompette, sauf qu'ils ne rentrent jamais. 2 ans plus tard, on annonce que le contrat est divisé par 2, que finalement, non, bon. Et donc, au final, c'est souvent la COFAS qui paye, et la COFAS, c'est nous. Bah oui, voilà. Donc, revenir sur ta remarque est juste, c'est-à-dire il faut équilibrer nos intérêts en disant, vous les Saoudiens, vous en voulez, on vous fait un TGV, vous en voulez pas, on fait un TGV avec les Iraniens, mais pas avoir une posture qui est strictement politique.
Et puis alors sur la question des droits de l'homme, alors là c'est l'hypocrisie la plus complète. Quand il décapite 45 mecs dans les rues à Riyad, dont un dignitaire chiite qui a rien fait, et qu'on ferme sa gueule, et que dès qu'il y a une décapitation en Iran, on dit quand même c'est inadmissible ce pays. Je veux dire, c'est la pourquoi alors, voilà, puis on va revenir sur M. Trump parce que c'était le début de l'histoire. Mais pourquoi, dernière question, on a cet accord avec les Saoudiens dont on sait après on va allumer des bougies à la place de la République dont on sait qu'ils ont financé un certain nombre de terroristes. Et quand tu dis, surtout, au fond, on aurait intérêt, parce que si on n'avait que de l'intérêt, on a intérêt à financer les Iraniens parce que c'est 80 millions. Non. Et... Je n'ai pas dit financer, non, pardon, j'ai dit avoir autant pour moi. Non, mais si tu veux, ça nous a conduit à une espèce de lâcheté vis-à-vis des musulmans français et notamment des pratiques du salafisme. Voilà. Sous prétexte c'est de la politique intérieure. Absolument. Sous prétexte qu'on ne voulait pas vexer les Saoudiens, on a dit oui, mais vous vous rendez compte, la loi de 1905, c'est de la liberté. C'est de la liberté de culte, etc. Mais quand tu regardes le discours des salafistes, comme me l'a défini un théologien musulman, il dit c'est la version la plus raciste, la plus misogyne, la plus sectaire, la plus homophobe et la plus, misogyne de l'islam. Tu as donc dans la législation française de quoi poursuivre tous les salafistes que tu veux. Simplement, on ne l'a pas fait pour des raisons qui sont idiotes, qui étaient du politiquement correct, etc. Donc on a une vérole, si tu veux, qui est à l'intérieur du territoire national, mais qu'on assimile à notre diplomatie. Mais si on va voir les Saoudiens en disant on va vous réexporter les salafistes, ils viennent de chez vous, d'ailleurs, vous allez certainement les accepter. Ils vont te dire non, surtout pas, parce qu'ils savent que ces mecs sont dangereux. Tu vois, donc, on est en train de défendre l'Arabie Saoudite sur un terrain dont ils ont généré les mots. Forcément, la présence de Pierre, on était obligé de parler du Moyen-Orient et de notre position, mais est-ce qu'on peut revenir sur M. Trump ? On peut faire un lien entre les deux. Moi, ce que je trouve d'assez étonnant dans l'époque, c'est l'évolution, je dirais presque intellectuelle. On est à un moment où dans plein de professions, les diplomates, les politiques, les journalistes, on a l'impression qu'on a vraiment une diminution du poids de la raison qui est remplacée par l'émotion, par le Twitter. Et ça, c'est très marquant, jusqu'à des points qui sont limite délirants. Tu parles de Trump tout à l'heure. Moi, on a beaucoup glosé sur le fait que Poutine, une fois, on lui dit tiens, il y a un candidat aux États-Unis, c'est Trump, vous en pensez quoi? Et Poutine, il fait oh, alors pas mal, on bossera bien ensemble. Et tout le monde en fait des gorges, ouais, c'est des alliés, tout ça. Sauf qu'on a aussi demandé à Poutine et Madame Clinton. Et Poutine a fait ouais, bien, on bossera ensemble. Et on lui aurait dit, et il y a Daffy Duck qui lui aurait dit oh, ouais, bien, on bossera ensemble. C'est le métier d'un président, normalement. Mais il n'y a que chez nous où on a des hommes politiques qui ont pris position. Tu disais tout à l'heure, oh, Trump, il ne nous a pas consultés. Bon, non, on ne va pas défendre Trump, il fait en effet des choses très critiquables. Mais notre président l'a insulté pendant toute la campagne. Il a quasiment appelé à ne pas voter pour Trump. Il a fait des déclarations, même il a fait une petite blague, c'était rigolo, en disant « Oui, je recevrai la présidente américaine ». C'est sûr que Trump, il voit ça, il dit « Mais c'est qui ce type ?» Il fait « Ah non, il ne peut pas se présenter tellement qu'il est impopulaire. » Et puis son parti, il ne fait plus d'université d'été, sinon les gens viennent leur taper dessus. Bon, c'est sûr qu'il ne s'occupe plus de la France, il fait autre chose. Et il y a des dirigeants Trump, qui sont beaucoup plus des raisonnables. États-Unis. Mais pas que. Mais est-ce que ce type est fou? Est-ce qu'il va mettre le feu à la planète? C'est ça. Sur le plan économique. Non, sur le plan économique. Enfin, il a battu tous les républicains, il a battu Clinton, il est élu alors qu'il y avait tout le monde contre lui. En même temps, regardez ce qu'il fait ce week-end sur les visites. À un moment, il faut peut-être se dire qu'il est aussi intelligent, mais qu'il a peut-être un système de valeurs qui n'est pas le nôtre, une stratégie qui n'est pas le nôtre. Mais dire c'est des fous, c'est des cons, machin, ça on nous le sort tous les 4 matins. Mais c'est bizarre, il gagne tout le temps. C'est comme Poutine, il est nul et puis il gagne pour tout. Donc voilà, mais les fous peuvent gagner dans des périodes de l'histoire où on n'a plus de repères. Ça peut arriver aussi. Alors, d'un point de vue rationnel, sur la problématique économique, parce que c'était le sujet. C'était le sujet. On nous dit protectionnisme aux États-Unis. On ne comprend pas, voilà, il y a 20 ans ou 25 ans, c'est eux qui ont orchestré l'ouverture internationale. Sauf qu'en réalité, dans notre monde un peu dogmatique, on a tendance à croire qu'un modèle est valable tout le temps. Eh bien non, ce n'est pas la réalité. Le monde change et parfois des solutions qui ont été mises en place à un moment donné étaient adaptées à un monde ou à un environnement, elles ne le sont plus aujourd'hui. J'en reviens sur la notion du protectionnisme. Pourquoi, il y a 25 ans, in fine, on a porté sur le devant de la scène l'ouverture commerciale? Parce qu'à l'époque, effectivement, on avait devant nous des marchés ou des demandes internes qui allaient exploser d'un point de vue économique. C'est-à-dire que la consommation, la consommation des ménages un peu partout dans le monde allait augmenter. Donc, concrètement, quand vous êtes porté par une augmentation de la taille du gâteau à se partager pour tout le monde a intérêt à s'ouvrir parce que vous voulez essayer d'aller capter des parts de marché à l'extérieur, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce monde-là est révolu pour des raisons essentiellement démographiques. On aura peut-être l'occasion d'en parler soit aujourd'hui, soit à notre moment. Mais concrètement, la demande interne, la consommation des ménages un peu partout dans le monde, dans les pays riches, a tendance à se stabiliser, voire même à décliner parfois. Donc il se passe quoi? Il se passe que vous avez les États-Unis qui, structurellement,
un potentiel d'augmentation de la taille du gâteau à se partager qui augmente encore un peu. Quand les autres, leur taille de gâteau à se partager a plutôt tendance à se stabiliser ou décliner. Mais il se passe quoi qu'en américain aujourd'hui, concrètement, vu que les autres n'ont plus à m'offrir une taille de gâteau à se partager qui augmente, eh ben je vais défendre le mien, même s'il augmente moins qu'avant, il continue d'augmenter. Donc concrètement, je remonte des barrières à l'entrée. D'un point de vue très pragmatique, en fait, économiquement parlant, c'est censé. À cette table, on a d'autres invités qui nous regardent là. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que ça va changer au monde dans lequel on est? Tout le monde va se refermer? Est-ce que c'est la bonne solution? Dans un monde qui n'est plus en expansion. Mais ça veut dire quoi se refermer? Si tu ça. prends 2 siècles d'histoire économique, l'espèce de mondialisation incontrôlée, ça a duré 20-25 ans. C'est pas forcément où tout est ouvert, où tout est fermé. De toute façon, Trump n'a pas dit non plus qu'il allait être protectionniste partout. Lui, il dit plutôt, moi, les accords internationaux, multilatéraux, je ne veux pas en train de parler, je vais faire de la négociation bilatérale, parce qu'évidemment, quand on a le poids des États-Unis, il emportera un peu plus facilement. Mais qu'est-ce qu'il a annoncé? Il veut faire un accord de libre-échange avec l'Angleterre. Ouais. Il n'est pas en train de dire je me referme non plus. Donc voilà, comme modèle, il n'y a pas où, c'est comme une porte chez nous, hein, c'est pas où il n'y a pas de porte, où on a mis des parpaings. Les Mexicains ne doivent pas avoir ton avis. Hein. Mais il y a 60 milliards de déficit entre les États-Unis et le Mexique. Non mais à un moment donné, il faut réagir. Suivant un principe élémentaire, c'est normalement il faut viser à l'équilibre des échanges commerciaux partout et tout le temps. C'est un principe économique ce truc-là. Hein. Moi, pour revenir sur ta question, et notamment la façon dont on analyse les États-Unis, parce que tu as tout un mécanisme, si tu veux, de gens d'experts. Moi, je ne suis pas très, très confiant dans ce que racontent les experts sur le sujet. Il y a une espèce de fascination vis-à-vis des États-Unis. Je te prends l'exemple du domaine stratégique. Tous nos think tanks ont des rapports avec des think tanks qui pensent comme eux aux États-Unis. Or, on voit arriver un George Bush qui a construit sur les think tanks du Parti républicain, le Plan for a New American Century, etc., qui annonce tout ce qu'il voulait faire. Mais on dit, tiens, c'est bizarre, ces Américains, ils ne sont pas comme nous. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas comme nous. Dans le domaine économique, on a été influencé par toute la réflexion sur la mondialisation, les ouvertures des marchés, etc. Mais on prenait pour vérité des choses qui n'étaient que des analyses. Alors qu'on perd à chaque fois. Et oui. Et donc, si tu veux, c'est de retrouver cette indépendance d'esprit et surtout cesser cette fascination et comprendre que les États-Unis du Middle West, c'est quand même beaucoup plus important que le Middle East, que les États-Unis de la côte Est. C'est une transformation fondamentale. On ne connaît pas les États-Unis. Tout le monde est allé aux États-Unis, donc tout le monde connaît, ce qui fait que le langage est complètement brouillé. Olivier, Monsieur Trump, est-ce que... Alors, écoutez, l'autre Olivier, au fond, donc on a 25 ans d'ouverture mondiale qui ne sont pas l'histoire économique. Donc on revient à quoi? Aujourd'hui, on va revivre le 19e Non, mais il faut arrêter. D'abord, il y a comme tous les politiques, il a annoncé beaucoup de choses. Il fait, hein. Oui, non, mais d'accord, pour une fois, il y en a un qui fait. Il va reculer sur certaines choses. Il a un congrès, il peut pas tout faire. Donc, il faut. Oui, mais enfin, quand même, tu vas avoir. En gros, c'est la volonté des Américains. Et le congrès, il n'ira pas contre. On a dit le mur, il le fera pas parce qu'il y a le congrès, il fait le mur. Oui, mais enfin, le mur, il est déjà là. Il y en a déjà des centaines de kilomètres. Donc, il faut arrêter. C'est pas. On dit des bêtises. Non, mais il faut bien. Voir la différence, et ça c'est tous les politiques, la différence entre ce qui est annoncé et ce qui est fait. Il a un congrès, il y a des barrières qui vont s'exercer ou pas s'exercer, peu importe, sur différents sujets. Là, on est en train de voir que le congrès a déjà émis un avis sur les baisses des impôts en lui disant qu'il pouvait probablement aller se faire voir. Donc, c'est ce qui fait monter la bourse, hein, d'ailleurs. La baisse des impôts. Donc si le Congrès dit non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc là, ils viennent de publier, il y a 3 jours, ils viennent de publier leur PIB. Leur PIB, il est à 1,6. Tout le monde nous l'a annoncé à 2,5, sauf Pierre et moi qui disaient que c'était beaucoup plus faible que ce qu'on pensait. Donc ils ont une croissance qui est très faible. Si en plus on retraite un tout petit peu, on tombe à 1,2. Ce qui est quand même pas brillant, c'est la même chose que la France. Donc on ne peut pas dire quand même qu'il faille se rouler par terre. Et tout ça avec 6 ou 7% de déficit budgétaire. Donc on peut quand même dire que... Il n'y a pas de croissance, mais le chômage, aujourd'hui on dit qu'ils sont en plein emploi. Non. Alors c'est toujours la même chose. Ils sont trop forts. C'est comme en France. Il y a 22% de vrai chômage, c'est-à-dire de gens qui ne travaillent pas en France. Qui voudraient plus de travail. Voilà, il y a 22% de gens qui ne travaillent pas. Il n'y a que Mme Yellen qui pense qu'ils sont en plein emploi aux États-Unis. C'est faux, archi faux.
En oui, donc plus, on nous ment, on nous spolie, là, parce alors, que- ça, c'est le raison gros très simple. problème aujourd'hui des analyses économiques. C'est pas des analyses, c'est des commentaires. Il n'y a pas d'analyste, ça n'existe pas. Donc, il y a du commentaire et du gros commentaire, sauf Pierre. Mais il y a du commentaire et on commente les 4,7 en disant mais c'est merveilleux, ils sont en plein emploi. Sauf que c'est pas vrai, et c'est aussi en partie pour ça qu'ils ont voté Trump. Ce que je veux dire, c'est vu de nos commentateurs, on me dit l'Amérique va bien, elle est en croissance, il y a le plein emploi, donc on nous ment. Ça, c'est une fiction. C'est une fiction. Voilà, mais allez-y, on nous ment. Aujourd'hui, c'est une fiction. On C'est-à-dire précise que les choses, quand même. on Attends. fait comme dans tous les pays, on fait du déficit budgétaire, ce qui permet... les États-Unis vivent sur la dette, d'accord? Donc, Je croyais que c'était on fini, fait de la là. dette Non. et on met 6-7 $ de dette pour avoir $1 de PIB. Alors, allez demander à un entrepreneur s'il va mettre 6-7 $ de dette pour avoir 1 euro de chiffre d'affaires. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Ou en tout cas, il ne le fera pas très longtemps. Oui, sauf que Et l'État, donc, il remboursera jamais la dette. Voilà, c'est Sauf là... que l'État remboursera jamais la dette. Là, donc c'est on y oui, viendra mais tout à l'heure. On y mais viendra, on y justement, viendra. ça va entraîner un certain nombre de choses. Donc là, c'est ce qu'on fait aux États-Unis, et ce qu'on fait aux États-Unis, c'est simplement, allez, pas maquiller les chiffres. On va les mettre de façon marketing, où on va vous sortir un chiffre qui est un chiffre de taux de plein emploi, qui ne veut rien dire, à côté d'un vrai chiffre qui est probablement autour de 20%. Alors certains disent 22, certains disent 18, peu importe. Il y a 1/5 de la population américaine qui devrait travailler et qui ne travaille pas. Quelles sont les conséquences sur le monde? Parce que j'allais dire au fond sur les États-Unis, Pierre, comment vous voyez les choses avant de revenir dans l'économie pure? Est-ce qu'ils se ferment? Est-ce qu'ils se ferment vraiment d'abord? Oui. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens de se fermer. C'est ça peut-être qui les différencie de nous. Moi, je suis toujours très impressionné par la façon dont on appréhende l'autre en matière internationale. Parce que, fondamentalement, l'autre est un autre, et donc ce sont ces moyens de communication plus nos propres expertises qui font cette espèce de mélange moyen qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, j'ai toujours un exemple que je trouve très intéressant. Le western qu'on a tous beaucoup aimé, si vous voulez, c'est quand même la légitimation d'un génocide. Parce que le méchant, c'était Bien sûr, l'Indien et bien le bon, c'était le cow-boy. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens de la propagande ou de la publicité, comme on veut l'appeler, qui sont toujours extrêmement prégnants dans la manière dont on appréhende l'autre. Ce qui effectivement pose problème, c'est quand nos experts, si vous voulez, ont une forme de collusion avec l'autre, qui fait que, rappelez-vous les compagnons de route à l'époque de l'URSS, on a des formes de compagnons de route aux États-Unis, parce que le mirage, il est là-bas, parce que si on est invité dans une grande université américaine, tout à coup, on a tout à coup un statut, etc. Et c'est cette distanciation-là qui fait qu'on ne connaît pas l'Amérique profonde. Mais moi, je crois qu'on va vers un mouvement généralisé, on va vers un mouvement généralisé de crispation, de fermeture partielle ou complète des frontières. Simplement, nous, on est dans une position dépendante, on n'est pas dans une position de décision. Donc, Mais on pourrait l'être. je sais pas, justement. Ça, La c'est vous qui fatalité connaissez. n'est pas un choix. Enfin, nous avons choisi la fatalité, elle ne l'est pas. Alors quand même, pour revenir sur en fait la situation, parce qu'on prend les événements comme si en fait ils étaient indépendants les uns des autres. En réalité, c'est un mécanisme long qui a débuté depuis un certain nombre d'années. Tu parles de protectionnisme. La réalité, c'est que le protectionnisme a déjà débuté depuis 3 ou 4 ans, et pas du tout en fait depuis l'élection de Trump. C'est un mécanisme L'économie américaine est une économie très protectionniste. qu'il a toujours été, tout a comme toujours la été, Chine. En oui, fait, oui, vous avez absolument. l'Europe au milieu Ouais, qui de fait deux semblant, mastodontes qui sont protectionnistes par nature parce qu'ils sont pragmatiques et ils défendent toujours leurs intérêts. Et concrètement, vous avez au milieu l'Europe qui, lui, ou en tout cas rêve d'un monde dans lequel la norme serait la stratégie coopérative ou la coopération. La réalité, c'est qu'en fait, le monde, depuis la nuit des temps, est toujours une multiplication de stratégies non coopératives. C'est tout. Et donc, en fait, nous nous réveillons. Et donc, quand tu te posais la question, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça ? Il ne faut pas juger Trump, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas non plus le complimenter. Il faut juste se Non, mais de toute recentrer façon, sur ce que nous sommes. C'est un chef d'État. Et les la objectifs. question, c'est quelles conséquences sur notre monde? Eh bien, Parce que l'Amérique, elle est quand même considérer des- dominatrice naturellement, j'allais dire dans son ADN depuis 1918. Ça fait un siècle quand même. Là, c'est faut que l'ADN change, parce qu'on Voilà. arrive à un moment de bascule où la Chine, l'Inde et Voilà. la Russie sont en train de dire vous êtes gentils, vous êtes quand même que Bien 300 sûr. millions, ça suffit quand même. Bien sûr. Vous accaparez une grande partie des ressources mondiales, du PIB mondial. Bon, La monnaie. La monnaie. Bon, donc il faut s'entendre, il faut arriver à gérer cette perte de prééminence américaine pour arriver à un monde plus équilibré. Qui ne soit pas forcément un monde où on soit contre les États-Unis ou que pour la Russie. Mais il faut qu'on essaye d'équilibrer les choses au milieu de nos intérêts. Enfin, c'est le but de la diplomatie. Alors on et, va plus loin, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit à Trump aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on suit Trump?
Ou est-ce qu'on a une mais politique jusqu'à- à mener, notamment au niveau européen, on y arrivera tout à l'heure. Mais jusqu'à Sous- quel niveau, quand Trump, quand tu es dans un pays, tu as des entreprises multinationales qui font des gros profits et tu entends l'entreprise qui vient dire ce que je vais faire, tiens, je vais fermer mon usine aux États-Unis, on va la mettre en Chine ou au Mexique. Bon, ça fera un tout petit peu plus de profit qu'on redistribuera aux actionnaires. Bah, on en arrive à un moment donné où les gens ont envie d'avoir un élu qui va leur dire écoutez, vous n'êtes pas en train de mourir, machin, vous faites déjà beaucoup de pognon, donc l'usine, vous allez la laisser aux États-Unis, sinon ça va mal se passer pour vous. Mais c'est pas illogique non plus, ce truc-là. Et à un moment donné, il faut bien le réguler, le système. Et quand on ne régule pas le système pendant 30 ans, un jour, il y a un Trump. Et un jour, si on fait Mais rien, il y attendez, aura pire je vous que écoute Trump. tous. Il est bien ce Trump. Mais il est pas bien, ce Trump. Ah si, il est bien ce Trump. Mais faut faire avec. Mais à un moment, il n'y a pas le choix. Non, mais au fond, est-ce qu'il a raison? Voilà. À un moment, on n'a pas le choix. On n'a pas le Est-ce que choix, c'est donc ça il va l'histoire? falloir qu'on s'entende. Non, mais même Et- lui, au fond. Oui. Est-ce Mais que attends. c'est la nature? Moi, j'écoutais Pierre tout à l'heure. Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Mais alors, je vais y revenir sur le sens de l'histoire quand même, parce qu'on a toujours l'impression Peut-être Philippe qui de est plus vivre, avant, quand même. de vivre en fait un moment inédit. C'est comme ça, quoi. Mais c'est faux. C'est parce qu'en fait, justement, on est toujours le nez dans le guidon et alimenté par des statistiques quotidiennes. Je vais faire un tout petit parallèle historique. Et si je suis trop long, tu m'arrêtes, Jean-Pierre, bien sûr. Je veux écouter Fin du Philippe un 19e peu. siècle, qu'est-ce qui se passe fin du 19e siècle? 20 ans avant, 30 ans avant, vous avez une révolution technologique absolument majeure qui fait qu'on fait des choses à la fin du 19e qu'on ne savait pas faire auparavant, grâce machines à vapeur, électricité, etc. Donc tout ça génère un monde énorme, enfin une croissance énorme qui a porté en fait l'ensemble du monde, notamment les États-Unis, jusqu'à la fin du 19e. 1890, la croissance commence à ralentir parce que simplement nos économies sont à maturité. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Est-ce que vous en souvenez? Alors que le monde était déjà très vas-y, ouvert vas-y, d'un on va point de vue pas faire, international. professeur, concrètement, Sabatier, je non vous mais en prie. concrètement, terrorisme. Alors pas du tout de la même oui. origine, les terrorismes d'origine Bien sûr, anarchiste bien à sûr, l'époque. bien sûr. Deuxièmement, il s'est passé quoi? Naturellement, quand la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les gros privés, les grosses entreprises privées ont quelle solution pour continuer à assurer leur expansion individuelle? Racheter les autres. Donc vous êtes face à une situation où, in fine, vous tendez vers des monopoles, à savoir les entreprises se rachètent les unes des autres. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe à la fin du 19e? Eh bien, vous avez une entreprise qui devient, ou des entreprises qui ont tellement de pouvoir, qui deviennent des concurrents des Est-ce États. que on Attendez, peut- attendez oui, une mais il seconde, faut parce aller- que il c'est faut qu'on hyper avance. intéressant dans le sens où, soyez sûr d'une chose, à partir du moment où des intérêts privés deviennent des concurrents légitimes ou perçus comme tels par la sphère publique comme des concurrents, les gens voteront contre. Et comment ça s'est arrêté? Ça s'est pas arrêté en 1914, parce que souvent les gens disent ça aboutit à la guerre. La guerre, un c'est peu un quand autre même. phénomène. Non. Changement La de réalité, paradigme, hein, quand le même, changement hein. de paradigme, c'est en 1901 avec l'élection de Theodore Roosevelt, qui est élu sur quel programme? Le Square Deal, qui dit simplement, en gros, je vais les découper. Je découperai en fait des intérêts privés qui sont devenus des concurrents de la sphère publique qui est porteuse de l'intérêt général. Et donc vous rentrez dans un cycle où, voilà, où vous allez avoir une contrainte réglementaire qui va faire que ces gros intérêts privés qui sont en capacité justement d'aller toujours capter plus pour leur expansion individuelle ne sont plus concurrentes de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des banques qui vont être gigantesques. C'est-à-dire que On va encore revenir au gaullisme, il faut les nationaliser. on, après, on- c'est tout. mais on peut pas. Et pourquoi? Alors attends, Olivier, Bah, on parce peut. que- La réalité, c'est que par rapport à ce sujet, Parce si je que peux me les permettre. pertes sont colossales. Mais parce que- Regarde, Non, regarde non, ce qui se non. passe. Sans nationaliser Regarde, les pertes, Olivier, de toute c'est façon. le si, regarde sujet. ce Ça qui soit se quand passe en c'est too big Italie. to fail, tu nationalises les pertes, quoi qu'il se passe. hein. Olivier, Jean-Pierre, justement, on s'interdit. Tu vois, là, l'exemple est intéressant. Tu as dit nationalisation et tu nous as vu reculer. oui, c'est rigolo. Mais c'est intéressant parce que même nous, alors que pourtant on est plutôt connus que vous êtes pour des avoir notre libéraux. liberté de parole, non, c'est qu'en réalité, nous sommes ancrés dans un dogme. Nationalisation égale mal, libéralisme égale bien. Eh bien non, la réalité, c'est que parfois, on doit en passer par là, et parfois, en fait, il faut. C'est pas un dogme. L'économie, ce n'est que l'agrégation de nos comportements. À nous, ménages, Pierre, à est-ce nous, qu'il faut entreprises. nationaliser les banques? Donc on peut parfois y passer, et parfois, en fait, les moyens de le faire. Mais bien sûr Le que si, on a problème, il est toujours là. les moyens. Moi, je reviens sur une remarque que tu as faite. Il y a des acteurs économiques qui aujourd'hui ont beaucoup plus d'importance que les États. Mais il y a aussi des acteurs économiques qui ont la maîtrise du marché financier. Moi, je serais pour qu'on nationalise Goldman Sachs, si on Ah doit bah ça, c'est nationaliser compliqué, quelque chose. ça. Parce que tu vois, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on est sur quelque chose dans lequel... Mais tu vois, on est dans quelque chose aujourd'hui où on s'interroge à l'échelon national vis-à-vis d'acteurs qui peuvent perturber complètement le marché européen avec la révision de la dette grecque, tu sais, les chiffres. Bah, ça fait un très peu bien. énarque du côté français de nationaliser Goldman Sachs. Alors, Non, non, mais C'est c'est bien, pour dire que. c'est peu, Non, mais mais tu bon. vois, c'est pour dire que le champ de la réflexion, il est aujourd'hui centré sur les mécanismes qu'on connaît. Moi, je me suis amusé un jour à écrire un article aussi sur le thème pourquoi il faut envahir militairement le Liechtenstein. Oui. Parce que c'est une place financière en plein milieu de l'Europe. Et on découvrira probablement plein de choses très intéressantes. En plus, la défense européenne. Mais qui Non, mais en plus, faudrait une armée européenne, là. Oui, ça va mais pas être justement, facile, hein. ça Voilà, c'est facile, c'est apporter de la défense européenne d'abord. Et en plus, on se cherche des objectifs. Donc voilà, voilà. Et la deuxième chose, si tu veux, qui me frappe, c'est qu'il
il y a des pistes diplomatiques qui ont été dessinées. C'est que si Trump pense qu'il a effectivement le calendrier mondial, l'agenda mondial entre les mains, il faut en discuter avec tous les autres qui risquent d'être impactés. Ça veut dire revoir nos relations avec la Chine, arrêter de faire donner des leçons de droit de l'homme à la Chine, en parler avec l'Inde, en parler avec la Russie. Je veux dire, on est dans un monde extraordinaire où on se pense dans un camp qui est celui de la guerre froide. Est-ce qu'on peut revenir à l'Europe, les banques, notre économie? Philippe, je te donne la parole, mais juste pour bien caler les choses. On a parlé de M. Trump, d'une politique qu'on comprend un peu maintenant, etc. Que peut faire l'Europe face à ça? Au fond, l'Europe, elle n'existe pas Bah oui, mais je vous vois faire la gueule, mais autrement c'est fini, donc ça veut dire que... Monsieur Trump, l'Europe n'existe pas. Et il affirme... Oui, mais du point de vue de M. Trump, l'Europe n'existe pas, sauf qu'on est, quoi, 320 millions d'habitants, je sais pas l'Europe, c'est combien? 500. Ça dépend, 500 parce que l'Europe, voilà, Ça dépend de l'Europe, voilà, d'accord. Oui. Donc on a un type qui dit, je vais changer le monde, au fond, vu des États-Unis avec une casquette américaine, il dit l'Europe, ça n'existe pas en tant que tel, alors il y a des pays, etc. Mais si on rentre dans une année d'élections fortes, je sais que vous abordez souvent ces sujets, est-ce que l'Europe existe ou n'existe pas? Et à un moment donné, si elle n'existe pas, il faudra qu'elle saute, non? Ce qui serait bien, c'est d'arrêter de parler du mot Europe. Je te redonne la parole. Mais Ah ben voilà, alors vas-y. on parle d'Union Européenne, on parle d'organisation de Bruxelles si tu as envie, mais il faudra peut-être dire Europe, on dit pas Asie, on dit pas parlons Afrique. d'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. on donne la En plus, parole on à a Olivier. été Ou de zone euro. On a été depuis des années, on a été le petit chien docile des États-Unis. Donc pourquoi tu veux qu'ils nous mettent comme une région qui décide de quelque chose, etc. Puisque on disait amen à tout, sauf une fois. Bon, sur l'Irak. Mais enfin, mis à part ça, on a dit amen à tout. Pourquoi veux-tu qu'ils nous considèrent? On est une filiale, quoi. Non mais attendez, est-ce que vous Mario arrêtez? Draghi à Sortez-moi Goldman de Sachs, M. si tu veux, c'est un Trump. symbole. Alors, mais Sortez de au-delà M. ça, Trump. Que il y a quelque fait chose l'Europe? qui doit nous Est-ce qu'il n'y a marquer rien à dire? aujourd'hui. J'ai l'impression, quand je vous écoute, il n'y a rien à dire. Mais Au fond, c'est c'est fini. sûr. Donc ça veut dire que l'Europe n'existe plus, qu'elle va mourir de sa belle mort à un Alors, moment donné. si on peut- Mais Quand je vous ça, écoute, on va- j'entends il ça. mourra de sa belle mort. Alors, Olivier, Après, le seul truc, c'est le au-delà- timing. D'accord. Au-delà de ça, premièrement, il y a quelque chose qui doit nous marquer aujourd'hui même. Aujourd'hui, en fait, est sorti ce matin donc les chiffres des excédents courants allemands. En gros, est-ce que les Allemands exportent plus qu'ils n'importent? Oui, de manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils exportent tellement plus qu'ils n'importent qu'ils le font plus que les Chinois. Alors que vous savez, dans l'inconscient oui, collectif, bien sûr. aujourd'hui, le premier leader du commerce international, c'est la Chine. Eh ben non, c'est l'Allemagne aujourd'hui. C'est-à-dire que, et ça, à l'intérieur d'une même zone euro, on va dire, avec dans une zone monétaire unifiée. Ça, c'est scandaleux. Et personne ne dit rien. Alors, Donc on va l'ennemi, pas c'est acheter. l'Allemagne, Non, non, mais attends, on va pas acheter la pierre. Oui, parce que effectivement, l'Allemagne, depuis une voilà. quinzaine d'années, Oui. depuis une quinzaine d'années, c'est un voyageur clandestin. C'est concrètement. Alors, nous l'avons choisi. Donc c'est le club volontairement. maître de l'Europe qui a raison. Donc l'ennemi, c'est Non, l'Allemagne. c'est pas ça. C'est que concrètement, quand tu empêches un pays d'ajuster sa compétitivité à travers le prisme de la monnaie, comme c'est le cas depuis toute l'histoire. C'est-à-dire que la seule souveraineté, il faut arrêter de rigoler, la seule souveraineté, elle n'est que monétaire. Parce qu'en fait, quelle est la légitimité du politique? Le politique, il est légitime quand il te parle, toi, ménage ou entreprise, parce qu'en fait, lui, il peut te dire droit dans les yeux, je te paierai toujours. Pourquoi il peut te dire ça? Parce qu'en fait, c'est le seul qui a le droit, sans aller en prison, de descendre dans la cave, imprimer des billets de banque et de payer avec. Et c'est pour ça que lorsque tu perds ça, ça peut être un choix, mais il faut bien avoir en tête qu'une fois que tu perds ça, si tu ne délègues pas le pouvoir politique à la structure, à la zone monétaire unifiée, c'est fini. Et aujourd'hui, on est au milieu. On a une machine à imprimer des billets de banque qui n'est plus dans notre cave, mais dans la cave partagée, et on n'a pas la clé. Et concrètement, ça ne marche pas. Alors, il y a quand même trois choses qui font que ça peut... Qui n'a pas la clé? Mais les Français en tant que tels. Non, mais, Donc, soit il y a trois Non, c'est- manières... C'est plutôt les Allemands qui n'ont pas la clé, non? Non, mais ils ont Ouais, la clé. ils Ils ont la décident clé, de pas la justement clé. l'ouvrir ou pas l'ouvrir. Mais concrètement, aujourd'hui, il faut Ah oui, avoir en c'est ça. tête que pour qu'une zone monétaire unifiée, en gros pour que l'euro existe dans le temps, on va être très clair, très factuel, très rationnel. Il n'y a aucun dogme ni idéologie derrière ça. Il faut au moins réunir un des trois paramètres suivants. Le premier, c'est le transfert budgétaire. Que les Allemands, explicitement, acceptent de recycler leurs excédents budgétaires dans le déficit des autres. Personne Pas qu'ils n'acceptera, veuillent. ils accepteront jamais. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là pour dire qu'ils l'acceptent Oui, pas. voilà. Je te donne les trois Non, mais ça conditions. veut dire que c'est mort. On va être Enfin, très premier- clair. Ah, c'est mort. Allez, Premièrement, deux. transfert Hop. budgétaire. Voilà. Deuxièmement, Ah, c'est mort. que les gens qui vivent dans des zones économiquement faibles migrent vers les zones économiquement fortes dans des proportions C'est suffisantes. mort. Troisièmement, que les entreprises qui sont logées aujourd'hui dans les zones économiquement fortes délocalisent vers les zones économiquement faibles. Que les entreprises allemandes délocalisent Ça, en ils le fait font. en France ou Ah, en pas en Espagne. France. Voilà. Donc concrètement, il Ils n'y a que délocalisent ça. à l'Est. Si tu Ce n'as qui est pas logique. une Non, mais ce qui est seconde. logique pour Une les- seconde. pour les Allemands. Si tu n'as pas l'un des trois, c'est mort. C'est pas mort d'un point de vue idéologique, c'est Alors, est-ce que c'est par mort? Est-ce que c'est construction. mort, Pierre?
Non, que c'est ça, mort ça, c'est ça, Non, mais ça, attends, je on vous laisserai attend mes là-dessus. collègues. Non, mais Non, mais si. j'attends. Bien sûr que c'est mort. Ah, C'est mort. Olivier. Voilà, la réponse à ma Mais gauche. enfin, C'est mort. tu demandes. Pierre n'ose pas le dire. Mais regarde les grands Oui. Ce économistes. garçon est pudique, il faut le Non, savoir. non, parce que c'est Il vous se qui cache décidez. derrière sa barbe et Non, sa mais Olivier, pilosité. Attendez, chacun. absolument pas. Olivier. Olivier, Attendez, attends. les Non, Olivier. attends, Toi, tu as laisse-moi trop finir, parlé. parce que- Olivier. Non, si, si. Hier, tu as trop parlé. Demain, nous pouvons décider en fait de déléguer le pouvoir budgétaire ou le transfert budgétaire en fait à l'Europe. Olivier. C'est possible, ça c'est un choix politique. C'est pour ça que je m'exprime pas. Je m'exprime pas Mais au tout nom est du peuple. possible, ou du Non, non, le non, communisme, ça voilà. marche, c'est Tu possible. as moins le fascisme, d'ambition que ta pilosité sur ce sujet-là. Olivier, à toi. Mais toute la donne un difficulté, c'est la éclairage qui différence permet entre de la décider. théorie et la pratique. On est en train de crever de théoriciens qui n'ont jamais regardé les conséquences pratiques de ce qu'ils ont mis en place. Quand on prend une monnaie unique, c'est déjà, ça marche à peu près jamais dans l'histoire. Quand on regarde les grands économistes qui travaillent sur la monnaie, quelle que soit leur philosophie, mais l'immense majorité vous dit que c'est une ânerie. Milton Friedman, dont c'était le cœur, qui était un ultra-libéral, mais il a fait des papiers magnifiques en 96 en disant ça va se casser la figure, votre monnaie unique. Vous prenez Maurice Allais, qui était notre grand prix Nobel, qui était entre les deux, il disait ça ne marchera pas, ou en tout cas faites d'abord une union politique, si vous arrivez un jour, vous fera peut-être une monnaie. Stiglitz vient de sortir un papier, donc plutôt de gauche, en disant c'est n'importe quoi, vous allez détruire l'Europe avec votre monnaie. Amartya Sen, mais même Krugman, enfin les gros, quand on y connaît quelque chose au niveau de la monnaie, on vous dit ça marche pas. En théorie, ça peut marcher, mais tout peut marcher en théorie. Il faudrait, c'est ce que tu disais, qu'en gros, comme l'Allemagne bénéficie de la monnaie, c'est pas que c'est un ennemi. Il faut que tout ce bénéfice, elle le redonne aux autres. Comme l'Île-de-France aujourd'hui redonne beaucoup de ses bénéfices à la Creuse, à PACA, machin. Ça s'appelle un pays. On le fait ou on le fait pas. Je pense que politiquement, c'est n'importe quoi. Il faut avoir la notion d'une nation. Il faut qu'on existe en tant que tel. Moi, j'avais dit une fois, on sera l'Europe le jour où il y aura Allemagne-Brésil de foot. Tous les Français seront pour l'Allemagne. Et tous les Français sont pour le Brésil, au fond, quand il y a Allemagne-Brésil. Non, mais ça ramène quelque chose de fort. C'est une monnaie, c'est un pays, c'est une nation. Voilà, point C'est final. faux, Si tu veux, politique, ça et tienne, quelle c'est comme monnaie ça. Je vais essayer de faire la synthèse Oui. entre Pierre et Monsieur le Olivier. Président. Et Ça sera pas difficile. je vais aller au-delà sera du plus mot difficile. d'ordre. C'est foutu, on est mort. Moi, je vais vous opposer une bonne nouvelle, parce qu'on n'en a pas entendu beaucoup à table depuis là qu'on a commencé à passer l'actualité à la moulinette. On a oublié de dire que le chômage... Olivier, tu me laisses finir. Ah, je Le sens que ça va taper, là. chômage recule en Europe. Et effectivement, j'ai regardé les statistiques officielles et c'est vrai. En Espagne, en Italie et de façon spectaculaire en Irlande. Laissez-moi finir. Alors, comment est-ce que ce chômage s'est résorbé ? Depuis 2009-2010, 2 400 000 Espagnols jeunes diplômés, Sont partis. ouvriers, spécialisés, Donc, il y a plus de chômage, ils s'en vont. sont partis vers les États-Unis, vers l'Amérique latine. Il n'y a plus de chômage. ils s'en vont. Les Irlandais, ils sont pas nombreux, ils sont 6 500 000. 500 000 jeunes ont quitté le pays en 8 ans. Voilà. C'est la plus forte exode qu'on ait jamais vue en Irlande depuis les grandes famines de 1785-1790. L'Italie, 900 000 jeunes partis à l'étranger, beaucoup moins que l'Espagne parce que, évidemment, les débouchés hispaniques sont beaucoup plus importants que les débouchés pour les italophones. Et la maman veut pas. En France, le nombre de jeunes que je connais qui ont D'accord. fait Dauphine et d'autres bonnes écoles qui apprennent à penser avec justesse et puissance sont partis en Inde, en Angleterre, ne sont pas rentrés. Bon. Alors effectivement, le chômage se résorbe parce que l'Europe Le chômage, est en c'est pas train... Dauphine, Philippe. non, Ça mais- fait quand même pas beaucoup de monde, hein, je veux dire, c'est pas... Bien sûr. Le chômage On se a peu- résorbe parce que l'Europe est en train de se vider. Donc, quelque part, moi, j'ai un pays... Est-ce que c'est pas un peu exagéré, ça? Alors moi, Je grossis le trait. je grossis le trait. Mais message. est-ce que vous auriez pu penser en 2000, au moment où on a commencé à se mettre des euros dans les porte-monnaies, est-ce que vous auriez pu imaginer Non. qu'en 2015, 6 millions d'Européens auraient fui la crise, le manque de débouchés, et seraient partis sous d'autres cieux avec du savoir qui a été financé par les contribuables français et autres, et qui sont partis ailleurs, aux États-Unis, qui Alors. partent même en Chine. Alors, messieurs, attendez, juste Ouais, pour non, ramener vas-y. une question, puis on peut donner un peu Oui. la parole à notre invité aussi. Ça veut dire que, on est en train de dire, vous avez tous dit, l'Europe, ça marche pas. Aujourd'hui. L'Union européenne. L'Union attention. européenne, C'est un d'accord. bon, continent, l'Europe. Alors, quel L'Europe, ça projet marcherait bien, ça On restera a- là très longtemps, oui, je l'espère. L'Union européenne et la zone euro, vous êtes d'accord avec moi Ça marche pas. Voilà, non, mais c'est pour aller au bout de votre histoire. Ça veut dire que
on a un paquet d'élections cette année où on voit bien monter des populistes, Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que face à une difficulté, l'élection est conditionnée par le mensonge. C'est-à-dire on dit non, mais on va vous résoudre la question. Donc là, c'est un processus politique classique. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on s'en occupe. Et ça, donc, l'homme politique qui dira « nous avons un problème énorme avec la zone euro, c'est-à-dire qu'il faut en revoir toutes les bases, on ne peut pas faire coexister la Grèce avec l'Allemagne dans une même zone monétaire, etc. » Celui-là, il va être traité d'arriériste de tout ce qu'on veut. De nazi. Donc on est quand même face à une situation politique grave. C'est ce que disait Olivier dans l'introduction sur la phrase d'Orwell. Hein. Si je dis la vérité... Voilà, je suis... Mais après, quand c'est arrivé, on vous dira que, que tout le monde le savait depuis le début et que non, bien sûr, on n'a jamais... Je dis la vérité, je vais être haï. C'est ça. Oui, c'est vrai. Puis comme disait Audiard, quand on n'est pas cru, on est cuit. Donc c'est ça la question. Le premier qui dit la vérité. Celui qui dit effectivement la réalité, surtout en tant qu'homme politique, si tu le dis en tant qu'expert, c'est pas grave, on dit c'est des élucubrations d'experts. Mais comment ça passe dans le discours politique, ça c'est une problématique grave. C'est-à-dire quel est le premier qui va se coltiner avec la difficulté en disant il y a effectivement une zone euro qui aujourd'hui fonctionne au bénéfice de l'Allemagne, on va dire regardez c'est un germanophobe, il va dire non c'est pas tout à fait comme ça, etc. Moi c'est toujours un problème qui me fascine, c'est-à-dire à quel moment un problème devient si possible gérable avant la crise, mais on attend la crise pour le gérer. On leur dit, au fond, ça va pas, on va jamais s'entendre, autant fermer la boutique et puis on parle d'autre chose. C'est très simple, tu leur présentes la facture, tu demandes s'ils veulent la payer, t'inquiète pas qu'ils vont résoudre le problème tout seuls. Ils vont dire non, finalement, le Marc et le franc, ça marchait très bien il y a 30 ans. Mais le rebond par rapport à ça, c'est la question de fond. C'est est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens de créer les conditions d'expression de notre potentiel parce qu'il est là. Et je préfère être français aujourd'hui qu'allemand, et je veux le dire tel quel. C'est-à-dire qu'en 2037. Mais bien sûr, parce que les Allemands ont choisi le suicide. À terme, aujourd'hui, mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les Allemands... Ça se voit pas, hein, comme ça, a priori. Tout à fait, mais attention, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du lendemain. Les Allemands, la problématique... Non, mais ils peuvent intégrer leur immigration, non? Oui, bien sûr, ben justement, regarde en fait... On verra historiquement l'intégration d'un million de musulmans par l'Allemagne. Exactement, donc on en reparle. Visiblement, au départ, c'était tous des ingénieurs et des médecins, mais il se trouve que c'est pas vraiment ça. Non, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut bien avoir conscience de notre potentiel. La réalité, c'est que... Alors, vous êtes heureux d'être français, non, monsieur. Oui, bien sûr, heureusement. Tout va bien. La zone euro, j'ai entendu. Alors, je parle plus d'Europe, hein. C'est remarqué? J'ai bien appris. Hein. La zone euro, bien sûr, bah, Camus, hein, un petit peu, voilà. Mais la zone euro est morte. D'accord. L'euro, je vous sens pas très optimiste, ça va avec. Non, mais c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire que, et je reviens à l'origine, et je voudrais juste conclure sur la Chine, mais ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, les gens qui se présentent, il faut leur dire, au fond, qu'on leur dise c'est Trump qui a raison. Il faut revenir aux intérêts nationaux. Et là, ça ouvre la porte de tous les populismes, non? Mais pourquoi c'est populiste de t'occuper de J'en sais rien. Je te pose une question importante. Pourquoi est-ce que c'est populiste de dire je vais m'occuper de l'intérêt national? C'est-à-dire qu'on avait rêvé autre chose, oui, ça le devient un peu, non? Mais t'as rêvé de quoi exactement? On avait rêvé d'un pays qui s'appelait l'Europe, voilà. Oui, mais c'est-à-dire très concrètement. On n'avait pas rêvé ça? On l'a rêvé, non, tous? Mais rêver à quel niveau? De dire qu'on va sacrifier nos intérêts globalement, c'est nos pour les politiques qui n'ont intérêts pas des tout Estoniens? Non mais... La France, c'est bien ça, on en parlait tout à l'heure. C'est bien, grosso modo, l'Île-de-France qui paye pour la Lozère. D'accord. Est-ce qu'on n'était pas capable de faire ça et de s'enrichir en créant une Europe qui était capable de parler à M. Trump? Alors en théorie, pas d'un point de vue historique. C'est ça la question. Mais ça s'est fait partout. Non mais ta question, c'est fait partout dans l'histoire. Chaque nation est bien une agrégation historique de peuples. La France est une agrégation. Mais il y a une entre la Bretagne, l'Aquitaine. Donc oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Ça s'est fait partout. Mais ça s'est fait comment? D'une façon très simple. C'est non démocratique. Bien sûr, unilatérale. Violente et très violente. D'accord. C'est aux gens, on leur a dit, tu parles la langue doc, c'est fini. Oui. Tu parles en Bretagne, on avait dit au breton. C'est fini. Ton droit, c'est fini. Donc c'est pareil. On peut faire. On interdit de parler français. On parle tous, pas anglais. On vous la poupe comme on veut. On dit il y a un seul peuple, il y a une seule culture. On fait les mêmes. D'accord, mais ça se fait pas de façon démocratique. L'exemple qui est mis en avant sans arrêt nous explique, c'est on veut faire les États-Unis d'Europe. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi les pas? États-Unis. Mais parce qu'on a chacun 2000 ans d'histoire. Je voudrais juste position dogmatique. Et alors? Finir ma phrase. Et alors quand on disait aux Bretons, faut plus parler breton, d'accord, ça c'est n'avait très pas bien, de mais sens. t'expliqueras que si, c'est un sens très clair, c'est comme Moi, ça mes qu'on a fait la grands-parents, ils France. parlaient breton entre eux, à l'école, on leur a dit à un moment Les donné. États-Unis d'Europe, quand ça se fait, ça a 1 million d'habitants il y a 2 siècles et qui ont la même culture et qui sont tous immigrés sur un bout de 200 km aux États-Unis. Ça se fait.
fait. Le bon exemple, c'est pas les États-Unis d'Europe que tu veux faire, c'est la Yougoslavie. C'est tu prends des peuples différents qui se sont fait la guerre, on dit on vous met ensemble, on va faire un seul pays. Ça tient un moment quand il y a un pouvoir autoritaire. Avec les Allemands, ça a marché. Mais Enfin, ça a je veux dire, marché de quoi, Adenauer, De Gaulle, à un moment donné, c'était un pari fou, justement. Mais un pari fou de quoi? Mais, tu mélanges quoi? Qu'on s'entende bien avec les voisins, c'est partout. Excuse-moi. Tu sais, la France et l'Algérie, on s'est fait la guerre, on s'entend, tu vois, et puis on n'a pas fait une union européo-algérienne. Pierre, je crois qu'il y a quand même une distinction à faire dans le débat. Le fait que l'euro soit en difficulté, que la zone euro soit en difficulté, ne signifie pas que l'idée de l'Europe disparaisse. Donc on n'est pas sur... La difficulté que les hommes politiques, s'ils avaient un peu de courage, est à dire, c'est comment aujourd'hui démonter l'euro pour refaire quelque chose qui soit politiquement cohérent. Bon, Personne ne propose. Il y a encore il y a un deuxième aspect. On propose de démonter sans remonter, mais personne ne propose de démonter pour remonter. Absolument. Et la deuxième chose, c'est que si tu veux, on a donné naissance à une administration européenne qui est complètement hors sol. Parce que celle-là n'est responsable de rien. Déjà, quand tu es fonctionnaire national, tu n'es pas responsable. Alors quand tu es fonctionnaire international, alors là, tu peux te faire ce que tu veux. Philippe, rapidement. Oui. Moi, j'ai lancé le concept de consentement à l'impôt. Parce que c'est quoi? Ça veut dire c'est le consentement à la redistribution. La question ne se pose pas aux États-Unis. Wall Street finance une bonne partie de toute la côte Est par la richesse, etc. On est d'accord. Donc le consentement à l'impôt, c'est le consentement à la redistribution. On l'a évoqué à propos de l'Allemagne, elle engrange des excédents, elle ne les redistribue pas. Moi, en tant que contribuable, mon consentement à l'impôt, il faiblit à partir du moment où je suis tout à fait d'accord, moi, pour, avec mes impôts, financer un revenu universel, ça ne me pose pas de problème moral, parce que c'est simplement renommer, enfin, de donner un nom, une bonne fois pour toutes, à ce qu'on appelle au filet de sécurité sociale. Là où mon consentement à l'impôt commence à faiblir, c'est quand je paye les impôts d'Apple, de Starbucks, de Google, d'IKEA, etc., de multinationales qui créent de la richesse, qui ne payent pas leurs impôts là où la richesse est créée et qui donc ne la redistribuent pas sauf aux actionnaires. Et je pense que là, on touche à quelque chose d'extrêmement profond. Et si aujourd'hui... C'est là où si on avait créé une Europe unie, on aurait du sens, parce qu'au fond, il aurait fallu commencer par l'Europe fiscale. Commune. Voilà. Et il aurait fallu faire comme aux États-Unis. Aujourd'hui, et on a mis Monsieur Juncker à la tête de l'Europe, qui a favorisé justement cette concurrence fiscale. Aux États-Unis, on a créé l'Union avec 13 États, et il était stipulé que les États pouvaient faire faillite. Regardez. Non, mais ne modifions pas. Les États-Unis n'en avaient pas d'histoire. Nous avons agrégé des pays qui ont 2000 ans d'histoire chacun. Ça n'a strictement rien à voir. Tu as raison. Jamais, par construction, quand tu pars de rien, bien sûr, tu peux faire ensemble. On va dire. Pierre, comment on remonte Pour revenir sur ton idée, moi une fois j'ai posé la question au grand chancelier de la Légion d'honneur pour savoir si on donnait la Légion d'honneur à des exilés fiscaux. J'ai jamais eu de réponse. C'est quand même la même question que ce que tu poses. Comment on remonte? En une minute. Si tu veux, on remonte. Il y a un sentiment européen qui existe, de toute façon. Oui, les jeunes, ils ont envie. Les enfants, ils ont envie. Le programme Erasmus, c'est une formidable réussite. Formidable Erasmus. Non, bien sûr que si. Et tu peux être européen sans avoir la même monnaie, enfin. Non, on peut créer un grand espace où on commerce, où on a on s'embrasse sur la bouche sans être obligé d'avoir la même monnaie. On créé la monnaie n'arrête pas dans de une époque lier de monnaie et Europe. Je suis désolé, mais on pourrait être en Europe aujourd'hui, circuler librement, commercer librement, sans avoir la même monnaie. Pourquoi est-ce que c'est lié? D'accord, mais qu'est-ce qu'on aurait en commun? Il y a un deuxième aspect. Qu'est-ce qu'on aurait en commun? Le marché, la circulation, D'accord, c'est ça. etc. Comme les Canadiens, d'ailleurs, on a un marché commun avec les Canadiens maintenant, avec le nouvel accord. Donc la conscience politique, elle serait assez faible, non? Non, il y a d'autres bases pour reconstruire l'Europe. À chacun votre tour. Il y a d'autres bases pour reconstruire l'Europe. L'espace Schengen, c'est la libre circulation des hommes, des capitaux et des services. Les seuls qui ne peuvent pas circuler, c'est les policiers et les juges. Ça veut dire que fondamentalement, on est sur une logique strictement libéraliste. Donc on ne peut pas faire de la lutte antiterroriste, ce qui est quand même un problème qui nous touche directement. On ne peut pas faire de politique fiscale, puisque finalement, dès qu'on se heurte à un secret, qu'il soit au Luxembourg, en Suisse ou ce que tu veux, il y a quand même 45 paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on a du boulot. 45 paradis fiscaux. Oui. C'est quoi 45? C'est plus que les pays. Attends, c'est quoi? Non, parce que tu as des pays comme l'Angleterre qui ont plusieurs paradis fiscaux. Mais d'accord. Toutes les îles anglo-normandes, les îles Caïmans, etc., qui sont de la législation britannique. Donc, tu as un boulot énorme à faire à l'intérieur avant de commencer à parler de la monnaie, alors que c'est effectivement le seul levier qui permet de naviguer à vue dans une tempête économique. Qui le propose aujourd'hui? Moi. Avec l'invasion du Liechtenstein. Tu comprends pourquoi je suis pas candidat au présidentiel. Tu comprends pourquoi je peux envahir le Liechtenstein. Mais sur les paradis fiscaux, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe est la seule, finalement, à essayer de restreindre ces paradis fiscaux.
Les États-Unis, le Delaware, personne n'en parle. Les Anglais, les îles anglo-normandes, personne n'en parle. La Chine, Hong Kong, Singapour, machin, etc. Macao. Personne n'en parle. Bon, Macao. donc nous, on est là à Macao, battre personne n'en notre parle. coupe. Et alors, on bat notre coupe sur quoi? On bat notre coupe sur la Suisse, sur ce genre de pays. Le Panama. Liechtenstein, etc. Sauf que la plupart du temps, c'est qui? C'est des privés. Alors en Suisse, on se réjouit. Là, on a dit, oh, c'est extraordinaire, on a fait revenir, je ne sais plus combien, 2 milliards, machin. Sauf Par rapport à Apple, c'est pas ce qu'on beaucoup. ne dit pas, c'est qu'il y a 15 milliards qui sont sortis pendant ce temps-là. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Et donc, on est là en train d'aller taper sur le cadre qui a 200 000 balles en Suisse. Ok, très bien. Et l'Irlande? Rappelez-moi, l'Irlande. Il n'y a pas toutes les multinationales qui passent par l'Irlande. Pourquoi? Parce qu'ils ont entre 6 et 8% d'impôts. L'Irlande, ce n'est pas l'Europe. On l'a mis dans le système européen, on l'a mis dans l'euro. Elle impose les sociétés à 6 ou 8%. Personne n'en parle. Personne ne dit il faut fermer l'Irlande ou leur faire changer de modèle économique. Mais en revanche, on veut s'attaquer au Liechtenstein ou à la Suisse. Ah voilà. Non, c'est pas Donc il faut envahir incompatible. l'Irlande. C'est pas Pierre, incompatible. faire les deux, envahissons l'Irlande aussi. Militairement, c'est pas possible. Ça, c'est pas bon. Ah non, il se dit, tranquillité. ouais. Liechtenstein, c'est la limite. Il faut vraiment faire ça un lundi où tout le monde est en forme. Non, mais j'ai choisi le Liechtenstein parce que la Suisse, c'est un C'était gros plus morceau, facile, c'est voilà. vrai. Non, mais ça veut dire que Il faudra simplement- avoir une marine pour envahir la Suisse. Ça veut dire que pour reconstruire l'Europe, il faut recommencer commencer par une révision de l'espace Schengen, une révision de l'Europe fiscale, etc. C'est-à-dire reconstruire une espèce d'entité économique. Après, on fait une monnaie. Et le jour où il y a un consentement à l'impôt, on pourra faire beaucoup de Oui, choses compliqué. et avancer. Et Non, mais je rappelle que l'Irlande, c'est pas un problème. Ils affichent 12% de taux d'imposition. Les Anglais nous menacent de faire 10 après le 15. Brexit. 10-15. Bien sûr, 15, probablement, ça sera la réalité. 10, c'est la menace pour obtenir 15, quelque c'est déjà chose. pas beaucoup. Mais si votre holding est en Hollande, étant donné que l'Irlande ne taxe pas bien les sûr. capitaux mobiles, à partir du moment où la holding est en Hollande, à ce moment-là, on ne paye plus d'impôts du tout. Et le reliquat, on peut le négocier. Signer une convention avec le Luxembourg que M. Juncker amis, il va falloir qu'on a aille supervisé. Après ce déjeuner magnifique, on n'a pas pu tout traiter autour de ce déjeuner. Je voudrais juste, pour ouvrir le prochain déj, en chacun quelques minutes ou secondes, qu'on parle de la Chine. Plus personne ne parle de la Chine. Donc c'est notre prochain déjeuner, hein, mais plus personne ne parle de la Chine. Je me souviens, la grande peur en août 2015, la grande peur. Hein, et tout d'un coup, plus de soucis, ça va? C'est-à-dire c'est réglé, il n'y a plus de problème? Non, c'est pas ça. C'est qu'en matière de prospective, on sait poursuivre des tendances. On ne sait pas penser des ruptures. Ça veut dire que tout à coup, Trump est élu, c'est fini. Tous les médias s'occupent de Trump. Et voilà. Ça ne veut pas dire que le problème chinois disparaît. Tu sais, les rayonnages du ministère de la Défense sont pleins d'études sur l'URSS en 2050. La réalité, Voilà. c'est que sur la Chine aujourd'hui, rien n'a changé, si ce n'est que on a eu raison de ne pas s'en occuper pendant un an et demi pour des raisons très simples. Il faut avoir en tête que ce pays-là, ne fonctionne pas comme nous. Et là aussi, on a des difficultés en fait à se projeter dans des pays qui ne raisonnent pas comme nous, qui sont par essence différents des nôtres. La réalité, c'est que depuis un an et demi, le pouvoir, le gouvernement a décidé que ça irait. Donc, quand il décide que ça va, ça va. Et donc, en gros, les agents privés, en fait, réagissent. Quand le gouvernement chinois dit acheter de l'immobilier, les Chinois achètent de l'immobilier. Quand ils disent prenez le taxi, ils prennent le taxi, etc. Donc, on est vraiment dans une économie il fait qui est- beau, même s'il prend Voilà, exactement. ça, la L'économie dictature dirigée. communiste, c'est bien. Mais qu'est-ce qui n'a pas changé depuis et qui Ça ne veut dire résout qu'on pas parle le dans problème? notre petit monde ici, mais au fond, c'est là En que gros, ça se passe. la Est-ce que la manière- mèche, elle est toujours là Mais bien et sûr c'est une qu'elle mèche lente ou, elle est de plus en plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les leviers qui sont activés pour que ça continue d'aller sont toujours les mêmes, à savoir de la dette, toujours de la dette. Pour faire quoi? Pour investir, alors qu'on est déjà dans une économie en Ça fait qui a ressemble au Japon surinvesti. des années 90, non? Pire que ça. c'est pire, C'est-à-dire c'est que pire. jamais on a atteint des niveaux comme ça. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 45%. Ouais, donc c'est pire que le Japon des Et puis, années 90. C'est pire que le Japon. On est à Oh. 260% de La dette, vraie à peu près. problématique, et c'est On pour sera ça à 300 que normalement tu disais dans, tout à l'heure, dans 2-3 ans. tu disais tout à l'heure, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Je n'y connais rien à la Chine. Si ce n'est en fait, il faut écouter ce que nous disent les Chinois. Et les Chinois nous disent quoi? Tous les gens qui ont fait fortune depuis 15 ans en Chine nous disent quoi depuis 3 ans? La première chose qu'ils font, c'est sortir leur pognon de Chine.
Je veux tout, sauf que ma fortune que j'ai accumulée soit en yuan. Aujourd'hui, ils vont acheter du dollar américain, même avec les difficultés qu'on a évoquées. De la Suisse, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à acheter des actifs, des hôtels très jolis en fait en Suisse ou à Genève, qui leur apportent moins 3% par an. Pourquoi ? Parce que leur souci, c'est pas perdre en termes de rendement, c'est qu'ils ne veulent pas en fait perdre l'essentiel de ce qu'ils ont acquis en yuan, c'est-à-dire qu'ils veulent transférer ça en une monnaie étrangère. C'est ça la réalité en fait que nous transfèrent aujourd'hui, nous disent les Chinois. Les Chinois qui ont fait fortune nous disent quoi ? Je ne crois pas à l'avenir de notre pays en ligne droite. Les Chinois dont donc, on dit qu'ils étaient puissants du fait de leurs réserves de change, réserves qui ont fondu d'un tiers là. Bien sûr, 4 000, 4 000, 3 000. C'est simple, donc, en un an et demi. Est-ce qu'ils vont se réveiller ? Est-ce qu'ils vont à un moment donné, ils vont dire ça suffit ? Alors juste pour un éclairage. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ? Mais concrètement, c'est compliqué parce que là, vous êtes dans un deal implicite depuis toujours qui dit que la population ne remet pas en question la légitimité du pouvoir à partir du moment où il y a assez de croissance pour que tout le monde en bénéficie à la marge. Et donc on est là, et le gouvernement, c'est tout à fait ce qu'on évoque. En gros, aujourd'hui, pour y arriver, il faut laisser tomber tout un pan de l'économie chinoise d'entreprises qui n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires, tout simplement. Pour ça, il faut accepter une récession, sauf que le pouvoir n'est pas prêt à faire ce pari qui ferait qu'il y a un risque politique gigantesque, et c'est ça. La Chine, donc aujourd'hui, on est face à ça. Donc on achète du temps, mais forcément, plus on achète du temps, plus en gros l'échéance se rapproche. C'est rigolo que ça a l'air de t'étonner que les réserves fondent. D'ailleurs, ils ont accumulé 4 000 milliards de dollars par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, de façon complètement délirante. Il ne faut pas être aussi déséquilibré. Donc là, en ce moment, ils ont des containers et des containers de papier où il y a marqué $, et tu t'étonnes qu'ils essayent de transformer ça pour avoir des hôtels, des trucs qui existent, en attendant que Trump risque effectivement de couper tout ça. Donc c'est assez logique que ça se rééquilibre, parce que pour le moment, la Chine, ils ont envoyé plein de produits à l'étranger en échange, ils ont eu des bouts de papier, ils essaient de faire le contraire pour rééquilibrer. Mais sinon, c'est des pertes nettes pour eux à terme. Ceci dit, il faut mettre les choses en relatif. Ils ont 3 000 milliards de réserves de change. D'accord ? Ils ont combien de dettes ? Ils ont 270% du PIB. Le PIB de mémoire chinois, c'est 9 000 milliards à peu près de dollars. Donc, Dieu ne passait le bar des 10 000. Bon. Donc on est quasiment à 25 000 milliards de dettes. Si jamais il y a 10% de ces dettes qui collapsent, ce qui n'est pas grand-chose, il y a plus que ça en dette pourrie en Chine. 2500. Oui, mais donc fin des réserves de change, c'est terminé. Réserve de change à plus. Donc il faut quand même mettre les choses en relatif par rapport au montant. On n'a jamais vu un endettement aussi rapide. Sur les 3 dernières années, la pente de la dette, c'est ça. Allez, en un mot, il faut qu'on y aille. La boutique ferme, messieurs. Philippe, et on laissera la conclusion à Pierre, qui est notre invité. Olivier. Pékin vient de reconnaître que le PIB de la Mandchourie a été surestimé de 300-400% pendant plus de 5 ans. La Mandchourie, c'est au nord. C'est au nord, c'est le Laonian. Voilà. C'est une région très industrielle, très polluée, comme beaucoup. Et on vient de découvrir donc que tout était faux. Les initiés, qui savent la réalité des chiffres et de la croissance, savent aussi que la Chine est devenue un pays dont le yuan est une monnaie de réserve, et ils savent très bien ce que font tous les pays qui ont une monnaie de réserve. Ils impriment du papier. Alors, à mon avis, le débat, c'est comment est-ce que la Chine va réagir face à Trump si Trump vient les chercher un peu trop brutalement. Ils décideront de dévaluer leur devise brutalement. Et là, ça sera un avertissement à coup de semonce. C'est ce contre quoi les Chinois qui exportent leurs capitaux ou qui transforment leur yuan en n'importe quoi d'autre se préparent. Soit les choses se calment avec Trump et à ce moment-là, on va avoir néanmoins une poursuite de la dévaluation du yuan. Ça me paraît inexorable. Alors, j'ai une deuxième remarque un peu amusée. Quand on compare la façon dont nos médias traitent la Russie dans un délire maniaco-obsessionnel qui est quand même assez fabuleux pour 150 millions d'habitants, sachant qu'on est 1 milliard au niveau de l'OTAN, avec des imperfections de la Russie, et quand on compare ça avec la Chine, qui est une dictature communiste, où il y a une peine de mort qui est complètement délirante, où il n'y a aucune liberté de la presse, où il n'y a aucune liberté d'information, qui manipule complètement sa monnaie à notre détriment, c'est quand même très étonnant. Puis un pays qui est, on voit en mer de Chine méridionale, qui est quand même pas très simple, qui est extrêmement revanchard. Les guerres de l'opium, ils n'ont pas oublié ce qu'on leur a fait. Donc qui connaît la guerre de l'opium, qui sait qu'on est allé brûler leur Élysée local pour leur vendre de la drogue, les vendre de la drogue.
Et ça, ils n'ont pas oublié. Bien sûr, bien sûr. C'était, bien sûr. Mais tiens, ils n'ont pas oublié. Extrêmement afghanistan. Qu'est-ce que ça donnera à l'avenir? Il va falloir être très vigilant. Pierre, pour conclure. Moi, je suis frappé du fait que, tu vois, d'avoir chevauché tous ces sujets, nous montre que véritablement, on est tous focalisés par ce que disent les médias. C'est-à-dire l'élection de Trump, d'un seul coup, va réordonner tout l'agenda. Non. Si il faut justement se prémunir contre les accès de folie de Trump, c'est justement d'avoir avec tout le reste des acteurs quelque chose qui soit un débat ouvert, sans se demander si c'est le méchant, si c'est le diable, si c'est l'ennemi, etc. Avec la Russie, moi je suis complètement d'accord avec toi, on a un discours qui est complètement surréaliste. Quand ils nous font le coup de la Crimée, qu'on leur a fait au Kosovo, qu'on a fait nous à Mayotte, on leur dit quand même c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, cette espèce de discours hypocrite, imprégné de bonne conscience, si on n'arrive pas à s'en sortir... Mais c'est déjà stupide de le faire en termes diplomatiques. Mais bon, à la rigueur, tu pourrais dire au moins, il y a une bonne conscience. Puis après, quand ils vont filer la Légion d'honneur aux Saoudiens, mais tonton, on parle jamais qu'il est ministre de l'Intérieur. Donc le chef de la police qui pourchasse les homosexuels où il y a la peine de mort, pour les homosexuels en Arabie Saoudite, on se dit, mais on a mais attention, il les tue, tandis qu'en Afghanistan, il les jette depuis le Mais si on va arrêter là, si vous voulez bien, c'est quand même humaniste. On va se quitter pour ce déjeuner. On n'a pas pu tout aborder, donc ça montre qu'il y avait un vrai intérêt. Donc la prochaine fois, on reparle de la Chine, peut-être de la Russie, et puis de la dette, parce que c'est quand même votre sujet. Et de Trump, on a senti que c'est un truc, et je pense qu'il y aura des choses à dire. Et puis il y aura les élections en France quand même, il faudra bien en dire deux, trois mots. On va se régaler. Donc on se retrouve dans un mois avec un grand plaisir. On rappelle, c'est au Crabe Marteau, dans le 17e.